Bon, il est temps d'oublier tout ce qu'on croit savoir sur la fameuse méchanceté en politique. Aujourd'hui, on plonge la tête la première au cœur d'un texte légendaire, écrit en 1515 et qui a littéralement redéfini les règles du jeu du pouvoir. Et l'idée ici, ce n'est pas de voir ce traité comme le manuel du parfait petit méchant de film, non. On va plutôt l'analyser pour ce qu'il est vraiment, un guide de survie hyper pragmatique, pensé pour conquérir et surtout pour conserver le pouvoir coûte que coûte. Et les cerveaux derrière tout ça, c'est lui, Nicolas Machiavel. Et attention, ce n'est pas le genre de théoricien qui écrit bien au chaud depuis une tour d'ivoire, loin de là. Toutes ces observations sur la réalité politique, elles ont été forgées en plein cœur du chaos, du sang et des guerres incessantes de l'Italie du XVIe siècle. C'est cette instabilité permanente qui a façonné sa vision des choses, une vision impitoyablement réaliste. Alors, comment on va aborder ça? Notre plan s'articule autour de 5 grands axes. On va d'abord voir la nature des États, puis la conquête du pouvoir. Ensuite, on fera un focus sur le cas très concret de César Borgia, avant d'aborder la question épineuse du bon usage de la cruauté. Et on terminera sur un point crucial, l'importance des armes propres. Allez, on attaque tout de suite avec le premier point, la nature des États. Pour poser les bases, le texte divise l'échiquier politique en 2 catégories bien distinctes. D'un côté, on a les États héréditaires. Cela, c'est un jeu d'enfant à garder. Il suffit globalement de ne pas froisser les traditions. Mais de l'autre côté, on a les nouvelles acquisitions. Et là, c'est une toute autre paire de manches. Pourquoi ? Eh bien, par un mécanisme humain assez classique. Les gens prennent les armes en espérant améliorer leur sort avec un nouveau maître, pour se rendre compte un peu trop tard que, finalement, c'est pire qu'avant. Et pour vraiment comprendre comment on garde le contrôle, on peut comparer 2 modèles radicalement opposés de l'époque. D'abord la Turquie. C'est un système dirigé d'une main de fer par un seul monarque et ses serviteurs. Résultat, presque impossible à envahir. Mais une fois le chef vaincu, c'est du gâteau à conserver, parce que personne n'a le réseau ou le pouvoir de se rebeller. Et puis, de l'autre côté, on a la France. Un roi, certes, mais surtout une multitude de barons très puissants. Y entrer, c'est facile. Il suffit de s'allier à un noble mécontent. Mais garder le territoire, c'est un véritable cauchemar, parce que ces mêmes barons vont passer leur temps à organiser de nouvelles rébellions. Ce qui nous amène très logiquement à notre deuxième partie, la conquête du pouvoir. C'est là qu'on découvre une distinction fascinante sur la manière dont on peut justement s'emparer de ces États si compliqués. Il y a 2 écoles. D'une part, on a ceux qui se hissent au sommet à la sueur de leur front par leur propre capacité, des figures comme Moïse ou Cyrus. Leur ascension est un chemin de croix, mais une fois en haut, ils y restent, car les fondations sont solides. De l'autre côté, on a ceux qui sont portés au sommet par un coup de chance ou par les amets des autres. Pour eux, l'ascension est une promenade de santé, mais au premier coup de vent, tout s'effondre. Et la conclusion sur ce point, elle est d'un cynisme absolu. Le texte nous dit, noir sur blanc, que tous les prophètes armés ont triomphé et que les désarmés ont péri. C'est brutal, mais ça part du principe que la nature humaine est instable. Les gens croient en vous un jour et le lendemain, c'est fini. Un dirigeant doit donc toujours, mais alors toujours, être en mesure d'imposer sa volonté par la force quand la persuasion ne marche plus. L'exemple fatal du frère Savonarole, qui a tout perdu le jour où la foule a arrêté de le croire, illustre ça parfaitement. Passons maintenant à la pratique, avec notre troisième partie, le cas César Borgia. Pour vraiment illustrer cette théorie, l'auteur s'appuie sur une étude de cas historique qui est digne d'un véritable scénario de braquage. La stratégie de Borgia, c'est une mécanique de précision. Étape 1, il utilise les troupes des autres pour s'imposer. Étape 2, il neutralise astucieusement tous ses rivaux. Étape 3, pour ramener l'ordre dans une région en plein chaos, il y place un ministre réputé pour sa cruauté expéditive. Et enfin, le coup de grâce, l'étape 4. Pour se mettre le peuple dans la poche et laver ses propres mains du bain de sang, il fait exécuter publiquement ce même ministre. C'est machiavélique, littéralement, mais d'une efficacité redoutable pour pacifier et terrifier en même temps. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est que, malgré ses fondations absolument parfaites pour créer son empire indépendant, eh bien, tout s'écroule. Et attention, ce n'est pas à cause d'une faille dans son plan, c'est juste de la pure et simple malchance, une poisse incroyable. Borgia attrape une maladie mortelle au moment précis où son père décède, ce qui le laisse complètement paralysé et incapable de réagir au pire moment imaginable. Et cette implacable réalité nous pousse vers notre 4e thème, le bon usage de la cruauté. On touche ici aux principes les plus froids et les plus dérangeants de l'ouvrage. La cruauté, la méchanceté pure, ne sont plus jugées, elles deviennent de simples outils de gestion. Prenons Agathoclès et Oliverotto. Ces gars-là n'ont pas hésité une seconde à massacrer l'élite de leur propre ville lors de banquets pacifiques. Pourquoi ? Eh bien juste pour verrouiller le pouvoir absolu, de façon permanente. Aucune place pour la morale là-dedans. Ce ne sont que des tactiques froides pour sécuriser l'État. En fait, l'idée centrale, c'est de complètement débrancher l'éthique de l'instinct de survie. Et la règle posée est chirurgicale. Si on doit commettre des atrocités, il faut le faire d'un seul coup, frapper très fort et très vite.
Comme ça, le traumatisme est bref et ça évite d'entretenir une haine quotidienne. À l'inverse, si on a des faveurs ou des récompenses à distribuer, il faut le faire au compte-gouttes, très lentement, pour fidéliser les gens et maintenir l'espoir sur la durée. Ce qui nous amène à la toute dernière pièce de ce puzzle stratégique, l'importance des armes propres. L'auteur est catégorique là-dessus. Pour qu'un pouvoir tienne debout quand ça secoue, il faut 2 piliers, de bonnes lois et de bonnes armes. Sans une force militaire totalement autonome, on ne construit que sur du sable. Globalement, on peut diviser les forces militaires en 4 groupes. Les mercenaires, les auxiliaires, les forces mixtes et enfin sa propre armée. Et le constat est clair, sous-traiter sa défense, c'est signer son arrêt de mort. Les mercenaires, ce sont des gouffres financiers en temps de paix et surtout, ils prennent leurs jambes à leur cou dès que le danger devient réel. Et les troupes auxiliaires, vous savez, celles qu'un voisin soi-disant allié vous prête, c'est encore plus dangereux. Parce que s'il gagne la bataille pour vous, eh bien félicitations, vous venez de devenir le prisonnier du dirigeant qui vous les a envoyés. Il y a une parabole biblique qui résume ça à la perfection. C'est l'histoire de David face à Goliath. Avant le combat, le roi Saül propose son armure à David, mais celui-ci la refuse. Pourquoi ? Parce que l'équipement d'un autre c'est toujours trop lourd, trop large ou ça entrave les mouvements. On ne peut gagner un combat qu'avec ses propres outils, avec ce qu'on maîtrise parfaitement. En géopolitique, c'est exactement la même chose pour la souveraineté. Alors, pour clore cette analyse, on est en droit de se poser une question un peu dérangeante. Ce pragmatisme absolu du XVIe siècle, cette façon de séparer totalement la morale des mécaniques de survie, est-ce que ce n'est pas, au fond, toujours la règle silencieuse aujourd'hui ? Est-ce que les leaders modernes n'appliquent pas toujours ces mêmes méthodes, mais de manière plus subtile pour garder le pouvoir ? Une chose est sûre, voilà de quoi nous faire réfléchir la prochaine fois qu'on observera le jeu politique.